Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Au sommaire, la révolution du commerce et de la grande distribution. Faut-il se préparer à la fin des caddies et des files d'attente, les livraisons à domicile, ce qu'on appelle le quick commerce, peut-il devenir le nouveau modèle? On en débat juste après ces titres. Dans Smart Money, notre chronique, notre rubrique consacrée au placement d'avenir, on parlera utilities, en bon français, les entreprises de services aux collectivités. D'après vous, combien de fournisseurs d'énergie sont disponibles sur le marché aujourd'hui ? Réponse tout à l'heure. Dans Smart Connect, on va découvrir la consigne intelligente, des boîtes à colis proposées par l'entreprise Box, des boîtes qui intègrent maintenant des balances connectées. On verra pour quels usages. On parlera du défi du dernier kilomètre, évidemment. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Smart City, la ville intelligente au programme pour la Semaine européenne de la mobilité. Je vous propose d'innover en matière de location de voitures et de vélos. Mais d'abord, on fait nos courses en 2040. C'est parti, c'est Smart Future. Le sujet de la semaine dans ce Smart Future consacré au commerce, à la grande distribution. On se projette, comme souvent dans cette émission, à 10 ou 20 ans dans le futur. Je vous propose de découvrir mes invités. Henri Capoul, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le patron de Cajoo, acteur du quick commerce. Voilà, et c'est assez vertigineux la progression de ce secteur et son irruption sur le marché. Bonjour Franck Rosenthal, bienvenue. Bonjour. Vous êtes expert en marketing du commerce. Vous publiez Inspirer le commerce aux éditions Kawa. Pascal Esposito, bonjour. Bonjour. Directeur commercial et marketing chez Caddy, l'entreprise alsacienne qui a inventé le Caddy. Il y a assez peu comme ça d'objets dont le nom d'origine est entré dans le langage courant. Je vous le concède, oui, voilà. ça. Et on va voir comment vous préparez vous aussi l'avenir. On a, et ça va sûrement vous faire tiquer, on a intitulé ce débat « Commerce de demain, adieu Caddy et file d'attente ». Je pense que vous avez... OK pour les files d'attente, on va peut-être attendre pour Caddy, on va essayer de conserver quelques années encore. Je commence avec vous, on se projette en 2040. Faire ses courses en 2040, voilà. Comment vous imaginez la proposition pour les consommateurs que nous sommes? Alors déjà, je vais faire un petit flashback, puisque Caddy existe depuis 93 ans maintenant, donc on a une expertise, on va dire, dans le domaine de la grande distribution, sachant qu'on s'y est spécialisé dans les années 60 à peu près, au moment du grand boom justement de la grande distribution, principalement alimentaire. Alors clairement, Caddy, depuis sa création, finalement, a essayé d'apporter à ses clients, utilisateurs et les retailers, des solutions innovantes qui leur permettaient de mettre à disposition de leurs propres clients des chariots pour travailler et surtout pour faire leurs courses dans de bonnes conditions. Bon, donc vous avez l'habitude d'anticiper. Donc, alors ça donne quoi là si on se projette? On a l'habitude d'anticiper. En fait, on se rend compte que clairement l'intelligence embarquée aujourd'hui envahit nos vies et que Caddy ne peut pas passer à côté. Donc on se rend compte aussi que les conditions ou les attitudes d'achat des utilisateurs a évolué au gré du temps et on voit maintenant que le e-commerce est de plus en plus présent. Donc évidemment, nous, c'est un tournant pour Caddy également puisqu'on fabrique des chariots qui sont mis en utilisation dans les magasins, donc il faut aussi qu'on puisse anticiper. Donc l'anticipation qui est la nôtre, c'est de faire un chariot dorénavant qui sera intelligent et qui aura de l'intelligence embarquée justement pour apporter aux retailers et aux utilisateurs des chariots un confort d'achat. Un Caddy connecté. Un Caddy connecté. Alors ça, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais il y aura toujours des hypermarchés en 2040. Alors, selon nous, maintenant, se projeter à 40 ans aujourd'hui, c'est compliqué. À 20 ans. Ou 20 ans, pardon. Ouais. C'est compliqué. Néanmoins, nous pensons que la grande distribution, et plus particulièrement alimentaire, telle qu'elle est, va évoluer, c'est un fait, mais elle ne va pas disparaître. D'accord, ok. Alors là, même question, Henri Capoul, est-ce qu'il y aura encore des supermarchés? Ou est-ce que le quick commerce aura tout envahi finalement? Alors peut-être pour représenter Cajoo aussi, nous on est le seul acteur français qui fait de la livraison de courses en 15 minutes. Mais je vous à la donnerai la demande. présentation tout à l'heure, il n'y a pas de problème, il y aura le temps. Je voudrais bien la vision générale. Nous on s'inscrit dans ces différents moments d'achat. Ouais. Et donc nous en fait on va proposer de la consommation à la demande, mais on pense que l'hypermarché ou le supermarché en fait ont toute leur place dans le futur aussi. Ouais. C'est pas du tout la même dynamique d'achat. En fait, le supermarché ou l'hypermarché avec beaucoup plus de produits, avec des prix qui sont beaucoup plus agressifs, tendent à répondre à des besoins qui sont différents de remplissage de placards, de frigos pour des grandes familles. Nous, on se positionne sur un segment petit. Donc l'avenir du commerce, on pense que c'est une imbrication un peu différente de différents moyens de consommation. Mais évidemment, la grande consommation va se réinventer. Les hypermarchés ont toute leur place
à l'avenir. Et alors, notre expert en marketing du commerce, Franck Rosenthal, vous en pensez quoi? Alors, je pense que d'abord, c'est un débat qu'on a depuis longtemps sur les hypermarchés, c'est-à-dire depuis les années 80-90. Donc, on remonte à 30 ou 40 ans en arrière. Il y a ce débat-là sur la mort des hypermarchés. Or, ils sont toujours là, et bien là. Moi, j'ai entendu ça sur la mort du JT aussi, du JT de 20h. Voilà, et il est toujours là, bien là aussi. Donc, il est un peu moins puissant qu'avant, mais il est toujours là. Et ben, c'est pareil pour les hypermarchés. Ils sont un peu moins puissants qu'avant, mais ils sont toujours là. Et probablement que dans les 15 prochaines années, ils vont être toujours là, mais ils vont avoir un rôle différent. Il va y avoir des attentes des consommateurs assez différentes par rapport. On le voit déjà, c'est-à-dire que les magasins de très grande taille sont plus aujourd'hui plébiscités parce qu'on veut aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on veut aller aussi vite que commander ses courses et de les faire livrer en 10 minutes ou 15 minutes? Ça, c'est encore un autre sujet, mais on veut aller vite. Donc, passer 1h, 1h15, c'est à peu près le temps moyen aujourd'hui en hypermarché pour faire ses courses. C'est quand on a le temps, quoi. Voilà. Donc ça touche de moins en moins de personnes. On est tous plus pressés, on est tous plus connectés. Donc évidemment, ces magasins vont évoluer, mais ils ne vont pas disparaître. Et vous nous direz peut-être à quoi ils ressembleront, parce qu'ils vont effectivement sans doute changer d'architecture intérieure. Henri Capoul, Cajoo. Alors Cajoo, on est dans le quick commerce. Vous n'êtes pas seul. Hein. Il y en a beaucoup des marques qui sont nées ces derniers mois, mais la progression, elle est assez fulgurante, notamment via 2 levées de fonds. La dernière levée de fonds, vous avez été créé en février 21, c'est ça? Donc février de cette année. En février 2021. Ouais, donc c'est vraiment tout récent. Je vous laisse quand même rappeler le principe. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs le connaissent, mais rappelez-nous le principe. Ouais. Donc Cajoo, c'est ce qu'on appelle un acteur du quick commerce. Et donc c'est ce qu'on permet, c'est via une application mobile, donc qui est gratuite sur les différents stores, de pouvoir faire ses courses avec 2000-2500 produits du quotidien, donc de l'alimentaire, non-alimentaire, etc. Livrés en 15 minutes, mais c'est vraiment livré à la demande, donc il n'y a plus de créneau de livraison au prix du marché. Donc c'est vraiment les prix que vous allez avoir en bas de chez vous aussi, livrés par des livreurs salariés. Et donc en fait, on a un modèle qui est entièrement intégré, donc on a des mini-entrepôts qu'on va déployer dans les villes, donc on crée des réseaux denses qui permettent justement d'aller livrer en 10 minutes nos clients. Il faut combien d'entrepôts dans la ville de Paris pour répondre à la promesse, pour tenir la promesse? Il en faut environ 15. D'accord. 15 dans Paris, oui. 15 dans Paris, et ça vous permet d'être à 15 minutes max et tenir la promesse. Donc je parlais de cette seconde levée de fonds, ou deuxième, il y en aura peut-être une troisième, avec Carrefour, 40 millions de dollars. C'est assez vertigineux quand on y réfléchit, si on essaye de se poser un tout petit peu. Création février 21 de cette année, et vous êtes déjà avec Carrefour comme partenaire. Comment vous le vivez, ça, cette accélération de l'histoire? En fait, je pense que effectivement, on a lancé la société il y a 7 mois. Déjà, on avait levé 6 millions d'euros avant même d'avoir lancé le business, donc ça paraissait déjà assez vertigineux. Et puis tout s'accélère encore. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de questions sur la taille du marché, l'intérêt, etc. Ce qu'on voit, c'est que c'est un marché... Le nombre d'acteurs aussi. Oui, alors le nombre d'acteurs qui va probablement se rationaliser au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a un vrai engouement parce que, on voit que ce modèle-là, parce qu'il y a une logique intégrée, permet de dégager des marges, quand même, à quelques années, contrairement aux plateformes. Et puis 2, il y a une vraie question sur la taille de marché, le potentiel de ces acteurs-là. Et en même temps, si on veut faire partie de cette aventure aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut investir. Et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui sont sur les starting blocks pour aller accompagner des acteurs. Nous, on a la chance justement d'avoir pu faire notre deuxième levée de fonds avec Carrefour, qui est rentré au capital, qui va nous permettre d'accélérer, alors certes avec de l'argent, mais aussi sur la logistique, les approvisionnements, la data, pour aller un peu plus vite que les concurrents. Franck Rosenthal, ça veut dire que les acteurs, tous les acteurs de la grande distribution aujourd'hui sont sur des logiques, des stratégies un peu similaires, c'est-à-dire que Carrefour s'associe entre chez Cajoo, et les autres vont faire la même chose ou sont en train d'essayer de le faire, d'après vous? En tout cas, ils ne pourront pas passer à côté? Ils sont tous en train de regarder, parce que ils ne peuvent, et je rejoins tout à fait ce qui était dit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas regarder, parce que sinon ils réagiraient avec un coup de retard. Et Carrefour, par exemple, et là il faut saluer leur réactivité, puisque les choses vont très très vite. Si on remonte une dizaine d'années en arrière sur le drive dans l'alimentaire, qui est un modèle qui a eu un gros succès. Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de l'ensemble des achats des Français en produits de grande consommation. Carrefour avait raté le virage du drive, parce qu'en interne, ils n'y croyaient pas, et donc ils n'ont pas mis les moyens nécessaires. Et c'est Leclerc qui a ramassé la mise. Donc là où c'est malin de la part de Carrefour, c'est qu'il ne faut surtout pas renouveler ses erreurs et être très présent. Donc pour répondre à votre question, c'est très regardé.
Et surtout, je pense, pour effectivement se dire quelle va être la réaction des consommateurs. Parce que c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît dans le e-commerce, c'est vrai dans le e-commerce alimentaire, qui est plus compliqué sur la logistique parce que vous livrez des produits frais. Mais c'est vrai aussi sur le e-commerce, vous n'avez que des contraintes de livraison. Vous devez choisir un créneau, vous devez être là quand le livreur arrive, il peut être en retard, vous êtes pressé, il n'y a que ces contraintes-là. Or là, on est exactement, c'est la même révolution que le taxi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de me déplacer, et que j'ai besoin d'un taxi, je ne sais pas à quelle heure, parce que si mon rendez-vous dure plus longtemps, etc., je veux que le taxi il arrive. Et bien là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose et je veux que mes courses arrivent au moment où j'en ai besoin. Donc c'est une vraie révolution quand même. Ouais, Pascal Esposito, on va vraiment parler du caddie connecté et prendre le temps de comprendre en détail ce que ça change. Mais la question, vous la posez forcément en interne dans votre entreprise. Est-ce que la montée en puissance de ce quick commerce, ça vous inquiète ? Non, je ne dirais pas que ça nous inquiète. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir une diversification de l'offre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le quick commerce en fait partie, c'est-à-dire on est dans l'immédiateté. Les gens veulent des choses immédiatement. Ils veulent effectivement ne pas avoir de contraintes et être livrés au moment où ils en ont besoin. Néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas friands d'immédiateté et qui ont encore besoin de se rendre sur certains points de vente. D'où notre impression, et en tout cas ça moi c'est une conviction que j'ai, c'est que la grande distribution traditionnelle va évoluer, mais elle ne va pas disparaître. Et c'est encore plus vrai, je pense, pour la distribution alimentaire. Parce que là on est effectivement sur des produits frais. Je pense que les gens aiment bien quand même se rendre sur le point de vente qui est à côté de chez eux pour choisir et sélectionner les produits eux-mêmes plutôt que d'être livrés et sur des produits qu'ils n'ont pas forcément vus. Donc je pense que c'est un complément, c'est une évolution. Et si Carrefour rentre au capital de Cajoo, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement ils ne veulent pas rater le coche et que sans doute c'est une évolution de l'offre, mais ça ne tire pas un trait sur l'offre traditionnelle telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors on va essayer de voir à quoi cet hypermarché ou supermarché du futur pourrait ressembler, et on va commencer par les caddies. Vos caddies connectés, qu'est-ce que ça change en fait pour moi, pour le consommateur? Je vais faire mes courses avec un caddie connecté. Alors pour faire simple, on a tous fait nos courses, donc en fait globalement nous ce qu'on essaye avec ce chariot, c'est de faire en sorte que finalement le chariot aille jusqu'à l'encaissement. Aujourd'hui le chariot traditionnellement c'est un moyen de manutention, c'est-à-dire que ça permet de véhiculer le chiffre d'affaires des magasins et ça s'arrête là. Là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que le chariot soit effectivement un élément qui va nous permettre et de gagner du temps en magasin, c'est-à-dire ne pas passer en caisse, c'est-à-dire un auto-encaissement, si je puis dire, et puis encore une fois, gagner du temps et éviter finalement les freins et les contraintes dont vous parliez, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit dans le point de vente et qu'on aille vite. Parce qu'encore une fois, les gens ne veulent pas perdre de temps en caisse, en ligne de caisse quand il s'agit de payer. Donc le chariot connecté, c'est ça, c'est-à-dire globalement faire en sorte qu'on ait on n'est pas aussi à manipuler X fois les produits, on les prend sur les étagères, on le met dans le chariot, on le pose sur le check-out et ainsi de suite, tout ça pour arriver à la maison, on aura manipulé 5 fois le produit. Là, l'idée aussi du self-checkout, finalement, c'est de prendre le produit une fois, le mettre dans le chariot, passer la ligne de caisse et mettre le tout dans sa voiture. Donc, on évite aussi les chargements, déchargements, donc ça rend on va dire l'achat un peu plus confortable pour celui qui fait ses courses. Alors, il est testé, je crois, chez Monoprix, dans le Monoprix Montparnasse, là, qui est un peu le magasin pilote de la marque. Comment ça marche? Il faut que je passe mon produit devant un système qui lit le code barre, ou alors c'est comme ce truc un peu qui semble un peu magique quand on va, mais chez Decathlon, où on met tout dans une espèce de caisse, et puis on se dit mais comment fait-il pour reconnaître le produit et il sait ce que c'est, quoi. Alors c'est pas la même technologie, puisqu'il dans la distribution plutôt spécialisée type Decathlon ou je ne sais quelle marque, on est sur des systèmes RFID, donc effectivement il y a une puce qui identifie le produit. Et donc, il livre l'information à la caisse. Là, c'est différent. Il faut évidemment scanner ces articles. C'est-à-dire, vous prenez vos articles, vous les scannez. Donc, il y a toute une poignée dans laquelle il y a de la technologie embarquée, avec des systèmes de scan code. Et également, on a un système de caméra 3D, dont je reparlerai sans doute un petit peu plus tard. Donc, l'idée, c'est de prendre son produit, le scanner, le poser dans le panier. Et donc, la poignée, on va dire, vérifie que le poids du produit mis dans le panier correspond bien au produit qui a été posé dans le panier. Donc l'idée, c'est aussi de sécuriser on va dire le process d'achat, de façon à ce que la personne qui ensuite, en sortie de caisse, va payer, aura payé l'intégralité des produits qui sont dans le panier. Donc il y a tout un système avec un algorithme qui détecte éventuellement des malveillances. On va dire ça comme ça. Alors j'ai bien vu l'avantage pour le client.
Pour l'enseigne, il y a évidemment la dimension data, puisque moi, je vais m'identifier quand je vais faire mes courses pour pouvoir bénéficier du caddie connecté. Donc, c'est quoi? C'est plus de data pour les enseignes? Alors, c'est plus de data. Ça permet effectivement aux enseignes d'exploiter la data pour savoir ce que le client a choisi, n'a pas choisi, le temps qu'il a passé dans le magasin, etc. Donc, c'est de l'exploitation pure de data. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les magasins, c'est justement de pouvoir savoir ou l'attitude générale du client dans son point de vente. C'est fondamental pour justement prendre ensuite des stratégies différenciantes par rapport aux concurrents. Donc, Franck Rosenthal, cette notion, l'utilisation des données, l'omniprésence des données qui est partout, hein, c'est évidemment pas nouveau, mais dans ce secteur de la grande distribution, ça prend quelle place aujourd'hui? Ça prend une place de plus en plus importante. D'abord, à tous les niveaux. D'abord pour mieux connaître ses clients. Oui. Ensuite pour mieux gérer les données vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que toute la data, elle est exploitée pour les fournisseurs et puis pour avoir des rayons les plus intelligents possibles et avec les meilleures rotations possibles. Ça, c'est leur métier. Et puis, il y a aussi maintenant de plus en plus des régies. C'est-à-dire pour revendre non pas la data personnelle, mais revendre des data intelligentes. Donc l'enjeu est de plus en plus important pour les distributeurs. Après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que vous disiez sur le paiement, c'est très intéressant sur la data parce qu'on va aller vers un paiement qui va être qui va passer de plus en plus par le mobile. Aujourd'hui, il passe essentiellement par la carte bancaire. Dans quelques années, il va passer par le mobile. Si on regarde ce qui se passe en Chine, alors les réglementations, la culture, tout est très différent. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de mobile en Chine pour payer, vous ne pouvez pas acheter grand-chose, quoi, en fait. Voilà. Donc, et ça, je pense que ça va être l'avenir parce que c'est un paiement qui est quasiment instantané. Vous avez toujours votre mobile sur vous. Et donc, effectivement, la data, elle va prendre un rôle beaucoup plus important. Plus le mobile prend de l'importance, plus la data prend de l'importance. Henri Capoul, la data dans votre modèle économique, cette richesse, c'est une richesse pour les entreprises, ça représente quoi? En fait, nous, on s'est construit par la data, on s'est construit par la tech, et donc tout le modèle fait que dès le premier jour, en fait, on arrive à comprendre les habitudes de consommation de nos utilisateurs et d'aller leur proposer les bons produits. C'est comme ça qu'on s'est construit, c'est comme ça qu'on a construit l'assortiment, c'est comme ça qu'on est en train de développer l'application. Et donc l'assortiment, c'est-à-dire les 2000-2500 produits. 2500, on avait commencé avec beaucoup moins, et puis finalement, on peut capter du feedback très rapidement, on peut comprendre nos utilisateurs, ce qui leur plaît moins, les bons positionnements prix, la place aussi, la manière d'agencer les catégories, les différents produits pour être sûr que les clients trouvent facilement leurs produits. Donc oui, on s'est construit via la data et via la technologie. Et en fait, la data, elle a une vraie valeur pour nous parce que, elle nous permet d'être beaucoup plus pertinent pour le consommateur, contrairement à du commerce physique où le consommateur doit encore aller choisir ses produits. Nous, en fait, c'est les produits qui viennent aux consommateurs. Et puis, cette data... Alors, aujourd'hui, c'est encore naissant, mais cette data, elle a une vraie valeur financière pour nous demain parce qu'on est, en plus d'être une épicerie digitale, on est quasiment une régie publicitaire. En fait, on peut offrir de l'espace aux différentes marques qui sont présentes sur notre application pour être plus visible auprès du consommateur. Et au même titre qu'une marque, aujourd'hui, fait de la publicité dans le métro, demain, elle pourra aussi en faire sur Cajoo, parce qu'on va lui mettre à disposition différents espaces, etc., qu'on va pouvoir monétiser. Et donc ça, dans la montée en puissance de Cajoo, mais aussi de vos concurrents, si Carrefour rentre dans le tour de table, si la levée atteint les 40 millions de dollars, c'est l'une des raisons, si je vous comprends bien. Ce que vous venez de décrire. Hein. En fait, c'est le potentiel du marché, parce qu'on parle des courses du quotidien. Évidemment, on rentre par le 10-15 minutes, mais en fait, demain, on peut aller beaucoup plus loin sur beaucoup plus d'habitudes de consommation, au-delà de ce 10-15 minutes. Et puis, évidemment, c'est la data, la compréhension client, et puis c'est aussi finalement tout ce système économique, donc l'achat-revente de produits, épicerie digitale, et puis cette publicité qui fait qu'on voit une trajectoire vers la rentabilité qui est beaucoup plus claire que les modèles de plateforme pure. Cet hypermarché des années 2030 ou même 2040, il me surprendrait, là je me transporte dans le temps, je pousse la porte, qu'est-ce qui m'étonne peut-être à première vue? C'est une question difficile. Alors moi j'ai le sentiment que il faut, quand on a une vision comme ça sur 10-15 ans, et en fait je regarde partout depuis longtemps sur ces évolutions dans le futur, on a une évolution qui est sur la techno essentiellement. Alors moi je pense que c'est pas le seul sujet, c'est un des sujets, mais c'est pas le seul sujet. Et la place de l'humain est très très importante. La place du design est très importante aussi, parce que aujourd'hui, on peut tout acheter sur Internet. Il n'y a pas un secteur qui échappe au e-commerce. Donc, si vous allez en magasin, si vous avez décidé d'aller en magasin, il faut que les magasins soient beaux. Il faut que vous ayez envie d'y passer. Il faut que vous preniez du plaisir. Donc
Donc je pense que ça c'est le schéma, on va dire. Et puis, mais est-ce que les produits sont toujours à l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'espace de l'hypermarché soit utilisé totalement différemment. C'est-à-dire que la masse de produits soit dans une autre partie qui n'est pas accessible au consommateur. Et le consommateur, en fait, il passe par des bornes, il fait de l'expérientiel. Ça c'est quelque chose qui est déjà en préparation, en réflexion. C'est déjà en préparation. Et aux États-Unis, il y a des modèles là-dessus, sur des magasins qui sont hybrides. Alors vous avez les dark stores, en fait, voilà, sur lesquels Cajoo fonctionne et tout le quick commerce fonctionne. C'est-à-dire c'est des magasins qui ne sont pas accessibles au public, mais qui sont accessibles qu'à leur personnel. Vous avez des magasins hybrides, ce que vous venez d'évoquer, et ça c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire vous avez des parties de logistique d'entrepôt pour préparer les commandes, les livrer, et même vous livrer si vous venez dans le magasin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous préférez être livré, on va préparer votre commande, notamment sur tous les pondéreux, donc ça c'est intéressant. Et puis vous avez les pondéreux, c'est quoi les pondéreux? Les pondéreux, ça va être tous les packs d'eau, les lessives. En fait, ok, d'accord, je ne connaissais pas le terme. Okay. Je crois que c'est dans le dictionnaire, je suis pas sûr. C'est sûrement dans le dictionnaire, mais moi je ne le connaissais pas, le terme. Oui, donc en fait, je reviens au côté expérientiel, c'est-à-dire qu'on aura des lieux dans certains hypermarchés où on pourra finalement presque tester les produits, quoi, c'est ça. Je vais essayer juste de vous raconter, de prendre un exemple pour vous le raconter et de prendre un exemple qui existe déjà. C'est une enseigne allemande qui s'appelle Edeka, qui est la première enseigne alimentaire allemande, et ils ont ouvert un magasin à Düsseldorf, qui est dans le cœur de ville de Düsseldorf, qui fait 7000, 8000 m², donc un magasin très gros pour le centre-ville. Et ce magasin, il est absolument sublime en termes de design. Il a obtenu tous les prix, d'ailleurs, au niveau européen, au niveau design, au niveau allemand, etc. Il est absolument sublime. Donc vous y passez du temps et vous avez 7 restaurants sur place, dont un restaurant étoilé. Donc évidemment, ce que vous disiez, c'est-à-dire l'expérience, vous venez plus pour aller le plus vite possible. Vous venez pour autre chose. Vous allez prendre une grillade, par exemple, c'est juste à côté de la viande, et puis en même temps, vous allez faire vos courses et vous allez vous faire livrer une certaine partie. Ça, je pense que ça fait partie du modèle du futur. Ouais. Pascal Esposito, C'est un nageur, Franck Esposito. Oui, qui a peut-être été médaille olympique, si je ne me trompe. Donc c'est plutôt une bonne... Rien à voir avec la famille, mais bon, voilà, vous acceptez une filiation de journaliste qui s'est trompé sur le prénom, ça vous va. Si on continue de se projeter dans ce à quoi peut ressembler l'hypermarché du futur ou le supermarché du futur, c'est intéressant parce que vous y êtes. C'est ce magasin de Monoprix Montparnasse, parce qu'on teste là-bas énormément de nouveaux systèmes, de nouveaux services. D'ailleurs, c'est dans ce magasin que, on va dire, le premier test store a été installé avec notre chariot, qui d'ailleurs était plutôt dédié à la livraison, puisque les clients qui utilisent ces matériels, c'est davantage pour des produits livrés. Mais je rejoins ce que disait monsieur, à savoir qu'effectivement, je pense que demain, une des évolutions qui est incontournable, c'est que pour attirer le chaland, si je puis dire, pour attirer les gens dans le point de vente, il faut apporter quelque chose de différent. Faire ses courses, demain, ce ne sera pas suffisant pour que les gens viennent en magasin et prennent plaisir à y venir. Donc, je suis assez d'accord qu'il faudra demain que les points de vente offrent quelque chose de différent à leurs clients. C'est déjà le cas à Montparnasse? C'est presque un lieu de vie. Oui, je crois que les associations de quartier ont des espaces pour elles. Enfin, bon, il y a quelques endroits, on va dire, dédiés. Donc, et encore une fois, je pense que ça, c'est un chemin dans lequel on va sans doute voir d'autres enseignes s'engouffrer, parce que je pense qu'effectivement, le point de vente doit devenir aussi un centre de vie, de manière à apporter quelque chose de différent. Faire ses courses, c'est jamais un vrai plaisir pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc, je pense que rendre le point de vente attractif, ça va être la clé de demain, je pense. Moi, quand je suis en vacances, à la cool, faire mes courses dans un hyper, je trouve ça tranquille. Oui, moi, voilà, il faut que j'ai le temps. 5 semaines par an. Il faut que j'ai le temps, c'est ça. Il faut aller vite. Bon, on termine, il nous reste 1 minute 30. Et c'est une évidence, mais on va le rappeler, la crise Covid, ça a été un accélérateur. Vous ne seriez peut-être pas là s'il n'y avait pas eu la crise Covid? Oui, c'est sûr. Pour le coup, la crise Covid, elle a mis en lumière un point de friction qui n'était peut-être pas si en lumière que ça avant, à savoir des magasins qui sont fermés, des restrictions, il y a des ports de masques, des queues dans le magasin, parce que finalement, il y a des limitations en nombre de personnes. Et donc, évidemment que ça a été un gros accélérateur pour proposer un service qui était entièrement fluide, qui cassait en fait tous ces points frictionnels. Ce qui est dingue, c'est la rapidité d'acquisition, pardon de vous interrompre, de nouvelles habitudes, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, alors c'est vrai que la crise nous a beaucoup aidés, mais comme dans toutes les crises, en fait, à partir du moment où il y a plusieurs mois, où les gens commencent à prendre des habitudes, c'est compliqué de revenir en arrière, donc c'est plutôt un vrai accélérateur
que juste un événement périodique. Un épiphénomène. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Franck Rosenthal, je rappelle le titre de votre livre « Inspirer le commerce », c'est publié aux éditions Kawa. On passe tout de suite à Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. On va partir avec une définition et un mot anglais pour commencer. Oui. Utilities. Utilities, eh bien, c'est un terme anglais qui désigne les entreprises, des entreprises de services aux collectivités, c'est-à-dire services publics, comme par exemple la production ou la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, ou même la gestion des déchets. Alors, ces entreprises ont considérablement évolué sur les 20 dernières années, à la suite de deux changements majeurs. Le premier changement, c'est tout d'abord la prise de conscience générale d'un mode de vie plus vert, avec une exploitation, une croissance toujours plus respectueuse de l'environnement, on essaye. Et puis, le deuxième changement, c'est une transformation radicale du marché avec une ouverture à la concurrence énorme dans de nombreux domaines, ce qui a émergé, donc ce qui a fait émerger beaucoup d'acteurs dans divers types, donc notamment la production d'énergie, la distribution ou même la gestion des réseaux. Alors justement, le marché, on en est où? Alors, le marché aujourd'hui, alors déjà... Si on regarde un peu en arrière. Le marché, il y avait un seul interlocuteur. Les consommateurs étaient, pour l'électricité, c'était EDF, et pour le gaz, c'était GDF, qui est devenu GDF Suez, et puis aujourd'hui Engie. Alors, vous avez peut-être vu les titres. Je posais la question à nos téléspectateurs. D'après vous, combien de fournisseurs d'énergie aujourd'hui? C'est quoi la réponse? Eh bien, aujourd'hui, il y a 43 fournisseurs d'énergie en France. Vous pouvez aller sur les comparateurs de sites, et vous trouvez qu'il y a 43 fournisseurs d'énergie. Alors, bien sûr, il y a les historiques, EDF, Engie. Il y a également les sociétés pétrolières qui sont arrivées, comme Total, et notamment Total s'appelle Total Energy aujourd'hui, où il y a l'italien Eni. Il y a aussi des alternatives, comme Direct Energy, qui est assez connu. Et puis, assez surprenant, il y a également la grande distribution qui est venue s'immiscer avec Leclerc, et Leclerc Energy, et Cdiscount Energy. Aux États-Unis, ça donne quoi? Alors, aux États-Unis, c'est un marché énorme, puisque la capitalisation boursière de l'ensemble des utilities, c'est 1500 milliards de dollars. Notamment, le premier mondial, c'est NextEra Energy, qui pèse dans les 165 milliards de dollars. Et puis, le premier européen, qui est le deuxième mondial, c'est un Italien, c'est Enel, qui est aux alentours des 70 milliards d'euros. Et notre géant à nous, il est où? Notre géant à nous, EDF, il est troisième européen. Il a quand même pas mal de baissé parce que le cours de bourse a bien chuté depuis l'introduction en bourse, aux alentours des 35 milliards. Et puis quand même, Cocorico, on est leader mondial dans tout ce qui est les prestations de services liées à l'eau et au traitement des déchets avec Veolia Environnement. Alors, le futur, si on se projette un peu, c'est l'objectif de cette émission, ça donne quoi? Bien, le futur, alors déjà, c'est vrai que le marché s'est considérablement ouvert à la concurrence, et il y a deux enjeux majeurs dans le futur. C'est tout d'abord au niveau des énergies renouvelables, bien sûr, et puis au niveau aussi du développement des nouvelles technologies. C'est-à-dire que récemment, les nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables ont entraîné un passage à l'énergie propre pour l'ensemble du secteur. Voilà. C'est pas un hasard si Total s'appelle Total Energy, exactement. Et puis les préoccupations aujourd'hui, c'est aussi l'impact environnemental et la durabilité. Est-ce qu'il faut investir? C'est la question traditionnelle de fin de chronique. Antoine, vous ne pouvez pas tout à fait y répondre, mais en tout cas, c'est intéressant de donner des pistes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'investir dans le domaine des utilities présente deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est un secteur qui est défensif. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a tendance à être à l'abri de la volatilité des marchés et des récessions économiques. Pourquoi? Parce qu'on a toujours
besoin d'eau, d'électricité et de gaz. Donc il y a vraiment une demande récurrente de ces services. Et puis deuxième intérêt, c'est que eh bien, les entreprises délivrent en général des revenus stables dans le temps et avec par le biais de dividendes. Donc en fait, lorsqu'on est dans des marchés financiers qui sont plutôt, on va dire, baissiers, Période d'incertitude. voilà, période d'incertitude, etc., les utilities ont tendance à surperformer. Par contre, lorsqu'on est dans des marchés un peu euphoriques, comme on est depuis maintenant plus d'un an, eh bien, ce sont des secteurs qui sont un peu plus à la traîne, mais qui offrent quand même cette sécurité dans le temps. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro. On passe à Smart Connect tout de suite avec des consignes intelligentes. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, on va parler consignes intelligentes avec mon invité Olivier de Rodelec. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Box. Ça date de quand la création de Box ? Alors Box, c'est une start-up qui a été créée en 2017, donc par Adrien et moi-même. Quelle idée de départ ? Le pain, enfin notre sensibilité de ne pas pouvoir recevoir nos colis et le fait qu'en fait finalement dans notre quotidien on a finalement assez peu de temps libre et se dire qu'en fait on est pris dans notre quotidien à devoir penser à ces colis, à réfléchir à la logistique de comment on va les récupérer, on trouve ça complètement absurde, surtout dans un contexte où finalement il y a des boîtes aux lettres dans toutes les maisons, on ne reçoit plus de courrier et on reçoit de plus en plus de colis. Et finalement, on n'a pas de système qui permette de les réceptionner. Donc vous imaginez quoi, des box, comme son nom l'indique, pour recevoir ces colis, c'est ça ? Exactement. Donc on a réfléchi à une consigne connectée qui sont donc déployées dans les parties communes des immeubles ou devant les maisons pour assurer la réception des colis de manière sécurisée. En revanche, on a été assez sensible à essayer de réfléchir à un système qui tiennent compte des contraintes de notre habitat. C'est-à-dire, les parties communes des immeubles sont étroites, il faut avoir donc une consigne qui est ergonomique. Dès qu'il s'agit de faire des travaux, en fait, ça devient un frein à son adoption. Donc, on a pensé une consigne qui soit complètement autonome en énergie, avec une connectivité Bluetooth. Il suffit juste de la solidariser du mur ou du sol pour qu'elle fonctionne. Et puis enfin, une consigne qui coûte pas cher, parce que finalement, tout le monde a besoin d'une consigne parce que souffre de ne pas pouvoir recevoir ses colis en temps et en heure. En revanche, évidemment, il faut réfléchir il faut que le budget soit raisonnable, on va dire. Oui, sinon la copropriété va en faire un souci et c'est un frein. Votre dernière innovation, l'émission c'est vraiment basée là-dessus, c'est quoi ? Alors, on déploie, maintenant on déploie dans nos consignes box des balances connectées qui permettent en fait de mesurer toutes les variations de poids à chaque ouverture-fermeture de la consigne, de manière à apporter encore plus de traçabilité et donc de sécurité pour les colis qui sont mis dans nos consignes, parce que nos consignes sont des consignes partagées entre tous les habitants d'un même immeuble. Donc c'est très important d'apporter de la rassurance via de la traçabilité, donc sur tout ce qui se passe dans la consigne. Et en quoi cette balance connectée permet de limiter, je sais pas, les pertes, les vols, Alors effectivement, même si à ce stade on a constaté qu'on n'avait pas de vol finalement dans notre système, mais en revanche, effectivement, ce que permet la balance connectée, c'est comme chaque ouverture ou fermeture de la consigne se fait via des codes à usage unique, le fait d'associer à ces codes un poids permet finalement de savoir que le livreur de Thomas a livré à 14 heures, variation de poids positive de 750 grammes. Si Thomas, quand il récupère son colis, c'est une variation de 2,5 kg, il y a un problème. Ou de la même façon, si votre livreur, quand il déverrouille la consigne, on ne constate pas de variation de poids, ou une variation de poids négative, problème. Et donc tout ça, derrière, nous, on arrive à remonter toute cette information, la processer de manière à apporter de la sécurité dans nos systèmes. Donc ce système, avec cette dernière innovation, votre système de consignes connectées, vous devenez un acteur, et en tout cas c'est votre ambition, de ce défi du dernier kilomètre qui occupe beaucoup les smart cities. Pourquoi c'est important ? En quoi c'est aussi un geste éco-responsable de choisir une box ? Quelques chiffres effectivement qui permettent de remettre en perspective cet enjeu du dernier kilomètre. On pourrait même parler du dernier mètre finalement, parce que le problème il est surtout entre le moment où le livreur arrive chez vous et qu'évidemment vous n'êtes pas là pour pouvoir réceptionner votre colis. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, il y a eu 1 milliard de colis qui ont été livrés en France, en B2C.
Et dans 80% des cas, les gens, ce qu'ils demandent, c'est être livré chez eux. Donc c'est une part colossale du flux de colis qui a vocation à être livré au domicile. Or, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la logistique du dernier kilomètre, ça représente 20% du trafic urbain, mais c'est 50% du congestionnement de centre-ville. C'est la cause de 50% du congestionnement de centre-ville et de 33% des émissions de CO2. Donc l'enjeu, il est colossal autour de la logistique du dernier kilomètre. Et le fait de proposer des systèmes de consigne qui assurent la livraison en première instance, oui, parce que sinon, on n'était pas là, on rappelle, il repart, il revient, etc. etc. Le transport. Et qui donne en plus la possibilité de livrer en horaire décalé. Ouais. Ça permet finalement de participer de manière assez active et assez structurante à qu'est-ce que doit être la ville de demain, comment doit-on penser une ville décarbonée. Je pense effectivement que des systèmes comme Box apportent une partie de la réponse, en tout cas, sur ces sujets-là. Qui sont vos clients, les copropriétés principalement, les bailleurs? On a plusieurs types de clients. On a évidemment des bailleurs sociaux, on a des promoteurs, et des syndics. Alors, les syndics sont juste des prescripteurs. Derrière, c'est évidemment la copropriété qui décide par un vote de déploiement d'une consigne. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs de l'immobilier aujourd'hui, ils se saisissent d'un double sujet. Le premier, c'est une stratégie de différenciation par des nouveaux services à apporter à leurs clients. Et le service qui remonte le plus aujourd'hui, c'est effectivement ce sujet des colis. Et par ailleurs, il y a une sensibilité des collectivités locales à ce que les acteurs de l'immobilier, donc bailleurs sociaux ou promoteurs, s'investissent justement sur ces thématiques de Smart City, de décarbonation du dernier kilomètre, etc. Donc il y a une vraie sensibilité en plus des collectivités locales et donc des acteurs de l'immobilier à promouvoir et à faire installer ce type de système. Merci beaucoup, merci Olivier Thomas. de Rodelec. Bon vent à Box. On va marquer une courte pause dans cette émission et puis on va continuer de parcourir les rues des Smart Cities, la ville intelligence. On parlera évidemment mobilité sur mesure, vous allez voir. La seconde partie de ce Smart Future, on continue de se passionner pour les dernières innovations et découvrir ces entreprises qui réinventent notre quotidien. On parlera mobilité tout à l'heure, évidemment, dans Smart Move. Je vous offre le premier scooter électrique Origine France Garantie avec le fondateur de Mobion qui travaille aussi à la mise au point d'un scooter à hydrogène. Mais d'abord, Smart City, la ville intelligente, on parle de location de voitures, de location de vélos et de cette exigence du sur-mesure chez les consommateurs. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City, la ville intelligente, et on parle évidemment mobilité, tous les défis pour nos villes du futur avec mes deux invités. Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, président de Carlili. Arnaud Le Rodalec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Cofondateur de Zouv et directeur produit. Peut-être une petite présentation, une présentation de vos entreprises à l'un et à l'autre. Carlili, c'est quoi? Carlili, c'est la location de voitures livrée à domicile. On s'adresse à des urbains qui n'ont plus de voiture personnelle et qui ne veulent plus traverser la ville pour aller chercher leur voiture dans la station de location de voitures qui est assez loin de chez eux. Donc en fait, on leur livre les voitures en bas de chez eux. Et à la fin, quand on a fini son expérience de location de voiture, le Carlili vient également la récupérer. Donc c'est vraiment du on-demand. Ok, et c'est pour ça qu'on est dans la logique du sur-mesure, parce que c'est la thématique de notre débat. Zouv, alors là, c'est des vélos, c'est ça? Exactement. Ouais. Nous, on conçoit des systèmes de vélos électriques partagés, donc qui sont soit proposés en libre service ou en location longue durée. C'est un nouveau produit qu'on a lancé là, qui est adapté aussi à la location longue durée, que l'on exploite en direct sur Bordeaux et Paris-Saclay, et que l'on fournit également à des exploitants privés ou publics dans le cadre de marchés publics. Alors justement, qui sont vos clients chez Zouv? Alors, on a à la fois, donc, comme je le disais, des marchés publics dans lesquels on répond, donc sur lesquels nos clients sont directement les villes
ou les exploitants qui répondent aux appels d'offres de ces villes-là. Et on a également des clients qui sont des opérateurs privés, donc qui ne sont pas dans le cadre de marché public. Par exemple, Pony à Paris qui fait du libre service avec nos vélos, ou Bloom qui a lancé une offre en location longue durée sur fonds privés, et donc qui est directement en B2C. Donc nous, on fournit ces deux types de clients aujourd'hui en France et en Europe. Et Carlili, c'est uniquement du B2C ou il y a des entreprises qui veulent offrir le service à leurs salariés, à leurs collaborateurs? Non, c'est en effet d'abord B2C, mais il y a aussi des entreprises qui utilisent le service pour elles-mêmes ou pour les dirigeants ou pour les salariés. Donc ce qui fait qu'on a des locations de voitures, de véhicules utilitaires comme voitures d'ailleurs, la semaine et le week-end. On a les deux. Mais on a également développé un nouveau service où on licencie notre technologie en marque blanche pour des constructeurs. Donc en fait, on a un peu tout type de clients, on a toutes les tailles. Ça veut dire quoi le sur-mesure pour vous? Nous, on a différentes notions de sur-mesure. Dans la voiture, on est tous habitués, je pense, à travers le produit automobile, à choisir sa voiture. C'est-à-dire à choisir le nombre de places, le type de voiture pour parcourir une certaine distance, aussi la place, en fait, dans le coffre. C'est des choses qu'on est amené à choisir quand on choisit sa propre voiture. Et la vision de Carlili, c'est que ça doit aussi s'adapter à la location. Donc nous, on est dans une logique on-demand où l'utilisateur peut venir choisir un type de voiture en fonction de ces critères que j'ai définis et aussi en fonction de marque et de modèle, sachant que dans tous les cas, ça va être livré chez lui. On a également les options qui viennent agrémenter son déplacement. Tous les pères de famille ou les mères de famille qui nous regardent ont besoin de sièges auto, par exemple, pour leurs enfants. Oui, alors les miens, ils sont grands. Hein. Ils rentrent plus dedans depuis un moment. Hein. 28 et 25, le siège auto. Il est au volant, je lui laisse le volant. Hein. Ma fille aussi. Bon, voilà. Mais moi, je suis encore en plein dedans. C'est bien, vous avez de la chance. Et donc, j'ai besoin de ça. Et puis, en plus, ça change quasiment tous les 6 mois. Donc, évidemment. Voilà, donc ça fait partie des prestations qu'on propose. Il y en a plein d'autres. Mais j'ajoute qu'il y a autre chose. Il y a aussi une notion de qualité de service dans le on-demand, enfin dans le côté sur-mesure. C'est vraiment la logique, on est tous très exigeants, on est devenus très très exigeants, on est dans une logique où on a besoin d'être livré un peu de tout et n'importe quoi, et sur des créneaux qui sont de l'ordre de un quart d'heure. Et c'est-à-dire, on a envie de se dire, ok, en 15 minutes, j'ai ce que je veux, quoi. C'est vraiment ça. Alors, on n'est pas encore, nous, en 15 minutes, on vous livre une voiture, ce serait même impossible. En revanche, on peut vous livrer sur des créneaux de 15 minutes. Ça veut dire que vous me dites à 10h demain matin, j'ai besoin d'une voiture pour partir en week-end. Mais entre 10h et 10h15, la voiture, elle est chez vous, elle est en bas de chez vous. Je vais vous livrer une anecdote que Philippe Bloch, le créateur de Columbus Café, qui aujourd'hui est un conférencier de talent et un auteur de talent, raconte. C'est celui qui avait écrit Service compris, 500 000 exemplaires vendus. Il raconte, je ne vais pas donner le nom du loueur, mais il raconte qu'il oublie une veste. Il ferme la voiture. Il va pour poser les clés et là il se dit c'est pas possible, j'ai laissé ma veste dedans et je dois prendre mon avion. Donc il laisse un post-it sur la fenêtre en disant mon numéro, j'ai oublié ma veste, merci de me contacter. Et après ça a été un parcours du combattant totalement dingue jusqu'au moment où finalement son interlocuteur, qu'il a eu du mal à trouver parce que le numéro général il est compliqué évidemment pour aller chez le loueur de Toulouse, lui dit il faut vous m'envoyer une boîte de la Poste. C'est vous qui nous l'envoyez, et avec cette boîte, on va vous envoyer la veste. Bon, cas d'école, qu'est-ce que vous faites vous? En quoi vous vous différenciez, puisqu'on parle de sur-mesure, en quoi vous vous différenciez des loueurs traditionnels, on va dire? En fait, votre anecdote, honnêtement, c'est super énervant. Quand on est, c'est énervant pour l'utilisateur évidemment, mais quand on est dans le métier, ça vient décrire un état de fait qui préexistait à notre entreprise, à notre aventure, où vraiment il y a eu un laisser-aller mais incroyable chez les loueurs traditionnels. On arrive à des choses comme ça. Nous, on a réinventé le modèle de A à Z. On est parti de cette problématique de dire, en fait, quand on veut ne plus posséder de voiture, la principale problématique, c'est d'avoir une voiture à disposition, pas partir le week-end. Voilà, en gros, c'est un peu ça le besoin de base. Maintenant, ça s'est beaucoup élargi. Mais c'est à cette problématique-là qu'on a dû répondre. Et puis, au fur et à mesure, on a creusé, qu'on a tiré la pelote, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'irritants très fort dans l'expérience. Donc celui que vous décrivez en état, c'est j'oublie quelque chose dans la voiture. Il y a évidemment les dommages qu'on peut faire à la voiture et la façon dont on est traité quand on doit ou pas payer pour des dommages, comment sont matérialisés ces dommages-là. J'en passe, c'est des meilleurs, il y en a beaucoup, mais donc on a dû tout réinventer de A à Z. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients parfois qui nous disent non mais je viens pas chez vous pour me faire livrer, ok c'est top, je viens chez vous parce que mon voisin m'a dit qu'il avait eu un accident avec une de vos voitures et qu'il n'avait jamais été aussi bien traité par un loueur que par Carlili à l'époque. Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Je suis toujours sur cette notion de sur-mesure, Arnaud Le Rodalec, pour votre entreprise, pour Zou.
Je pense que le meilleure façon de le décrire, c'est de parler de notre nouveau produit, le vélo Fusion. C'est un vélo qui est adapté à la fois pour du libre service et de la location longue durée. Donc l'idée, c'est qu'avec un même produit matériel, via le logiciel, donc via l'application mobile qu'on fournit à l'utilisateur et les logiciels de gestion de flotte, on peut basculer sans couture d'un mode d'usage à l'autre. Et c'est ça le sur-mesure. C'est dire qu'à un moment, j'ai des trajets récurrents en vélo que je vais vouloir faire. J'ai besoin d'un vélo pour le week-end, pour la semaine. Et ben, je vais pouvoir privatiser ce vélo, de manière autonome gérer l'énergie de ce vélo. Je peux retirer facilement la batterie du vélo, le recharger chez moi. Mais peut-être que cet usage-là, en fait, il correspond qu'à une partie de mon besoin et à d'autres moments, je préfère le libre service. Je prends un vélo, je le dépose à un endroit parce que peut-être que je vais en soirée et que j'ai pas envie de revenir en vélo sur le retour parce que ce serait pas très prudent. Et donc le sur-mesure, c'est ça, c'est se dire que on a un produit matériel unique, mais le logiciel aujourd'hui nous permet d'adresser différents modes d'usage selon l'usage qui est plus adapté pour l'utilisateur à l'instant donné. Et c'est ça qu'on veut pousser dans le secteur du vélo partagé aujourd'hui. On aurait pu appeler toute l'émission Horizon 2040 parce que j'arrête pas de faire référence à ça et les réponses sont pas forcément faciles. Mais si on se projette, la mobilité en ville, vous l'imaginez, vous allez avoir la même question tous les deux. Vous l'imaginez comment Arnaud Le Rodalec, je commence avec vous. Comment est-ce qu'on doit apprendre à mieux partager la ville? C'est une évidence. Vous vous dites, allez, 1er janvier 2040, qu'est-ce qui a changé d'après vous, profondément? Je pense que déjà, on a besoin d'une ville qui est plus apaisée. Aujourd'hui, les déplacements, alors je parle des déplacements, mais c'est vrai au-delà de la mobilité, on est en tension dans les villes. On a du bruit, on a de la pollution, on a énormément de choses qui sont en effet des irritants. Et la qualité de vie en ville s'est énormément dégradée. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Si vous vous souvenez d'Astérix, quand Astérix traverse Lutèce pour la première fois, il imagine une ville congestionnée où les conducteurs de chars s'insultent. Allez, avance papa, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on en sera sorti dans 20 ans? Il n'y a pas de fatalité. Je pense que peut-être que d'ailleurs c'est décrit comme ça dans Astérix Obélix parce que c'est la vision qu'on en a aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Je pense qu'on voit, rien qu'après une période de crise comme celle qu'on vient de traverser, les gens sont fatigués de tout ça, sont en recherche de revenir un peu plus sur des fondamentaux et je pense que la ville va évoluer dans ce sens-là. Nous, on s'inscrit là-dedans avec le vélo, qui est un des éléments de cet ensemble plus large et on pense que demain, le vélo va être une des pièces importantes de la mobilité en ville parce qu'il permet de se déplacer de manière active, en étant à l'extérieur, de manière silencieuse et aussi tout simplement d'être aussi bon pour la planète, qui est aussi un des enjeux aujourd'hui dans lesquels les gens cherchent en fait à se reconnaître. Vous prêchez un convaincu, j'ai une émission qui s'appelle Smart Impact par ailleurs sur cette antenne. 3% des Français à vélo aujourd'hui, 50% aux Pays-Bas. Ouais. Il y a du boulot. Et les objectifs de l'Union européenne de passer à 20% de part modale du vélo d'ici 2030. Donc, qu'est-ce qui manque en infrastructure? Des parkings, tout simplement? Parce que quand on est dans les grandes villes néerlandaises, c'est ce qui nous frappe le plus en sortant de la gare, quoi. Alors, les parkings, c'est un sujet. Les infrastructures cyclables, les pistes cyclables, tout simplement, c'est aussi énorme. Hein. On le voit que plus on déploie de pistes cyclables, plus l'usage du vélo se développe. C'est vraiment... on a toujours la peur que les pistes cyclables ne vont pas être utilisées parce qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes, mais en fait c'est un cercle vertueux. Plus on en met, plus les gens s'en servent et plus ça accélère la pratique du vélo. Donc ça, c'est un élément important. Le parking, c'en est un aussi. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a travaillé chez Zoov. On a développé un nouveau type de station qui fonctionne comme des chariots de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient ancrer dans le sol qui sert de point d'ancrage à un premier vélo et les vélos s'accrochent les uns aux autres. Ça permet de parquer 4 vélomètres. 4 vélomètres, une borne pour 10 à 15 vélos. On met 15 vélos sur une place de parking voiture. Ça résout un des problèmes qui est celui de la compacité. Comment, dans une ville dense, je peux gérer un parking de vélos qui va permettre justement de maximiser l'utilisation de l'espace public. Et le partage permet ça aussi, parce que le partage permet qu'un véhicule soit utilisé par plus qu'un individu. Ouais. Horizon 2040, Vincent Moindreau, des véhicules autonomes Carlili, ça va être ça? Ouais, j'espère. Non, mais en tout cas, déjà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Je suis parfaitement aligné avec ça. Je pense que si on prend la problématique du sur-mesure, moi, je la vois toujours parallèle à l'enjeu numéro 1, qui est le nôtre, à mon avis. Je ne vais pas employer des grands mots, mais vraiment notre enjeu à tous ici, c'est l'enjeu du développement durable. C'est de décarboner notre économie et décarboner nos transports en particulier. 30% des émissions de CO2 sont dues au transport, 12% à l'automobile. Et nous, c'est vraiment notre mission chez Carlili, c'est de contribuer à la décarbonation de la mobilité individuelle. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est une montagne qui est devant nous, qui est hyper compliquée.
honnêtement, on n'est pas beaucoup, on n'a pas très envie de ça. On nous dit qu'il faut diviser nos émissions de carbone par 5. C'est colossal. On ne sait pas comment s'y prendre. Et je crois que le côté sur mesure, c'est précisément accompagner ce changement en prenant les gens par la main, en les aidant, en les accompagnant dans cette transition, en fournissant des services qui sont parfois même meilleurs que ce dont on avait l'habitude auparavant. La voiture, c'est très illustrant. Jusque-là, on avait l'habitude que le confort pour nous, c'était de prendre sa voiture un peu quand on en avait besoin. Maintenant, on se rend compte qu'au quotidien, le vélo remplit parfaitement les besoins de transport ou de mobilité pendulaire. Pour l'anecdote, on est tous les deux venus à vélo à cette émission, donc c'est très représentatif. On a besoin de l'automobile, par contre, pour des déplacements de longue distance. Mais ça changerait quoi, pardon de vous interrompre, mais ça changerait quoi la voiture, je suis têtu moi, la voiture autonome pour vous? Est-ce que ça rendrait votre service plus efficace après? Bien sûr, évidemment. Mais donc je vais répondre à la question. Oui, c'est sympa. 2040, pour moi, effectivement, la voiture autonome est là. Donc je sais qu'il y a des grands débats autour de ça, mais je pense qu'elle arrivera parce que c'est une question de coût, tout simplement. C'est-à-dire que les trajets en voiture autonome à l'intérieur de la ville en robotaxi seront des trajets qui sont très peu chers. Donc il y aura forcément des opérateurs qui vont se positionner là-dessus pour certains déplacements pour lesquels le vélo n'est peut-être pas suffisant ou pas efficace. Quand on a un nourrisson, quand on est une personne âgée, quand on est une personne à mobilité réduite, par exemple, la voiture autonome jouera ce rôle dans les villes. Ce que je crois aussi, c'est que d'ici 2040, parce que c'est assez loin, on aura sur les grandes distances également des voitures complètement autonomes, des voitures qui peuvent conduire sans volant et sans conducteur, et que, in fine, notre modèle deviendra un modèle où les livraisons se feront éventuellement avec des voitures qui se conduisent seules, probablement plutôt la nuit pour venir se garer aux endroits où nos utilisateurs en auront besoin. C'est très loin, mais j'y crois. Je pense que ça se produira. C'est quoi l'innovation dont vous rêvez, Arnaud Le Rodalec? C'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais je sais pas, votre vélo idéal ou alors le produit que vous diriez rajouter à votre offre de service, c'est quoi l'innovation dont vous rêvez? Je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, à un moment, j'ai un besoin de mobilité et j'ai un produit qui est là, un vélo qui est là pour répondre à ce besoin. Donc, c'est un ensemble d'innovations qui permettent de faire qu'à chaque instant où un utilisateur a besoin de ce trajet de mobilité d'un point A à un point B, il trouve un vélo pour pouvoir le faire, parce que ça va être une expérience magnifique pour aller de A à B et de profiter de ce qui se passe entre A et B, justement. Donc en soi, pour moi, il n'y a pas une innovation spécifique, mais ça va être un ensemble d'innovations pour permettre d'avoir des vélos qu'on peut venir placer aux bons endroits, de pouvoir améliorer la maintenance. Aujourd'hui, un des gros enjeux sur le vélo électrique, c'est la maintenance, la résistance au vol et puis aussi du coup la capacité à recharger la batterie. Donc l'énergie, la maintenance du vélo et la peur du vol, c'est aujourd'hui 3 freins principaux dans le développement du vélo électrique. Et donc c'est pour moi toutes les innovations qui travaillent autour de ces 3 sujets-là sont des innovations, je pense, d'avenir pour le développement de l'usage du vélo. Et vous, Vincent Moindreau, l'innovation dont vous rêvez? On parlait de la voiture autonome. Moi, j'aime bien l'univers Apple. Et je me dis que la voiture Apple va arriver enfin un jour. Voilà, donc, la iCar. No offense à tous mes partenaires, parce que je bosse avec certains constructeurs, mais franchement, je trouve ça sympa. J'imagine bien la iCar ou la Apple Car, on verra. C'est possible quand on voit comment Tesla est arrivé sur le marché et a fait sa place en peu de temps. Avec la puissance d'Apple, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais bon, il y a aussi des produits qu'ils ont lancés et qu'ils n'ont pas réussi à imposer. On verra bien s'ils réussissent à inventer et à intégrer ce nouveau métier. Merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir votre sur-mesure. On passe tout de suite à Smart Move. On va continuer de parler de mobilité, évidemment, avec un scooter électrique Origine France garantie. Smart Move, comme promis, on découvre le premier scooter électrique certifié Origine France garantie avec Christian Bruer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Mobion. On va parler évidemment de ce scooter. Son nom c'est AM1. Mais peut-être d'abord votre histoire perso. Le scooter électrique, c'est pas nouveau dans vos aventures entrepreneuriales. C'est vrai. J'ai commencé avec les scooters électriques en 2007. À l'époque, je suis un des associés de Sébastien Forest qui a créé Alloresto. Oui. Et donc, pour verdir l'activité de restauration livrée, on avait commencé par enlever le papier pour faire en sorte qu'il y ait moins de prospectus dans les boîtes aux lettres. Et puis ensuite, on a pensé à d'autres solutions pour aider les restaurateurs à rendre l'activité plus verte. Et donc, les scooters électriques étaient une solution. Mais à l'époque, les batteries étaient au plomb.
Et donc, du coup, elles étaient lourdes et il fallait les charger dans le scooter. Elles n'étaient pas amovibles. Et donc, l'aventure s'est arrêtée assez vite. Ouais, c'était trop compliqué. Alors là, vous venez nous parler donc, de ce premier scooter électrique connecté avec ce certificat Origine France garantie. C'est pas rien. C'est combien d'années de recherche et développement pour arriver à ce résultat? Alors, on a redéveloppé l'intégralité de l'électronique du scooter. C'est ça qui le rend Origine France Garantie. On est 68,9% français, puisqu'on fait les batteries en France. Quand on prend le prix unitaire de revient du oui, scooter, en fait, c'est le mode de calcul de ProFrance. En fait, l'AFNOR, les consultants de l'AFNOR ont fait une audit qui a permis de comprendre comment ce scooter a été fabriqué. Et donc, on travaille avec des entreprises françaises qui ont développé l'électronique, les batteries, et puis l'ensemble de l'assemblage est fait en France. Donc c'est plusieurs années, 3, 4, 5, c'est quoi? On a commencé, Mobian a été créé en 2016. On était déjà commerçant de roues électriques. On a commencé à louer. Évidemment, je suis allé voir mes anciens collègues d'Aloresto qui étaient devenus Aloresto by Just Eat à l'époque. Et on a signé un contrat de location. On a levé une subvention de l'ADEME de 200 000 euros à peu près. On pensait dépenser au total 450 000 euros, 470 000 euros, je me souviens, le dossier. Et finalement, on en a dépensé près de 800 000. OK. Pour aboutir à ce scooter. Le dossier d'homologation a été déposé en septembre 2019. Et contre toute attente, on a reçu notre homologation signée le 11 mai 2020, le jour du déconfinement. C'était une belle perspective. C'est quoi les freins que vous avez rencontrés pour réussir? Parce que la filière, elle n'existe pas encore, même s'il y a une ambition française, européenne de créer une filière pour la batterie, etc. Mais c'était quoi les freins principaux? En 2016, les freins, c'est que... tu vas faire des batteries en France, c'était dingue. Donc, si c'était possible, ça se saurait. C'est le genre de truc qu'on entend. Qui casse les pattes, Alors bon, je suis assez déterminé, donc j'ai pas abandonné. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument formidables. Un de mes associés qui s'appelle Cyril Henel, qui a développé de l'électronique de puissance et de gestion pour des grosses sociétés, puisque c'est lui qui a fait notamment ce qu'on appelle le Battery Management System de l'IFAN d'Airbus ou du Vahana d'Airbus, m'a évidemment trouvé des tas de solutions françaises, très intelligentes pour pouvoir faire ça en France et dans des bonnes conditions. Donc on essaye de favoriser les composants français, des fabrications françaises, et puis on a nous-mêmes créé la société, c'est-à-dire on a fait une spin-off pour créer la société qui fabrique les batteries à Bordeaux. D'accord. Donc les batteries sont fabriquées à Bordeaux, l'électronique est fabriquée à Nantes. Et là, on est en train d'acquérir un site industriel dans l'Aisne, à Guise exactement, à côté du Familistère de Guise, où on va faire l'intégralité de la fabrication du scooter. Est-ce que ça le rend forcément plus cher à l'achat ? Il est un tout petit peu plus cher à l'achat pour la raison c'est pas parce qu'on le fabrique en France qu'il est plus cher à l'achat. Non, parce qu'on a trouvé des mécanismes de fabrication. On fait de la robotique. On utilise des robots pour fabriquer nos batteries. Donc du coup, on n'est pas tellement plus cher que les Chinois. On est même moins cher sur les accumulateurs coréens et japonais. On est moins cher que les Chinois parce que les Chinois font du protectionnisme. Et donc, quand vous voulez fabriquer une batterie en Chine, avec des accumulateurs coréens ou chinois, vous payez japonais, pardon, vous payez des taxes d'importation. Donc, en fait, nous, on n'a pas ces taxes-là ici. Alors, donc, pourquoi il est un petit peu plus cher malgré tout ? Il est un peu plus cher parce qu'on fait ce qu'on appelle de la pérennité programmée. C'est-à-dire qu'on a une garantie contractuelle à pérennité programmée qui inclut l'assistance, la maintenance et la consigne. On a fait ce qu'on appelle un design for disassembly. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été pensées pour être démontées, pour qu'elles puissent être réutilisées. Aujourd'hui, sur l'ensemble du scooter, si on le récupère en fin de vie, on est capable de réutiliser 62% des pièces pour faire du neuf avec du vieux. On est le back market du scooter électrique. Et donc, du coup, ça fait que en CAPEX, au départ, il est un peu plus cher, mais en coût total de la possession, il est moins cher. Défi, 30 secondes pour dire un mot du scooter à hydrogène. Vous êtes en train de le développer, c'est ça ? Oui, on a déjà sorti un prototype de scooter hydrogène avec une société formidable qui s'appelle Storage Technology, qui a développé une cartouche qui permet de stocker l'hydrogène de manière beaucoup plus simple, basse pression.
Et ben voilà, ça nous projette aussi dans l'avenir. Merci beaucoup Christian Bruyère d'être venu présenter la M1 de Mobion, voilà votre scooter électrique Origine France Garantie. Merci à toutes les équipes de Bismart, Caroline Ricross à la production, assistée de Carla Perruchon, Romain Luc aux manettes à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. C'est voilà, cette petite oreillette là qui se balade, ben, c'est Alexandre qui l'installe. Merci à tous, salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.